C'est comme si, vous allez faire fantassin ici à l'armée suisse et on vous dit: «Ah bah, tiens, on va vous former pilote pour l'appui au sol». Ben voilà, c'est donc pour vous donner un peu l'échelle de la chose et donc il faut pas avoir de confusion quand on voit que l'US Army fait des spécialistes espace alors qu'il existe déjà l'US Space Force. C'est en gros, simplement le fait de dire, voilà, les forces terrestres qui disposent aussi de leurs pilotes. Eh bien, il est dans cette logique-là, le fait que pour accomplir des missions dans la sphère d'opération sol, on a besoin de maîtriser notre propre appui aérien, bah, on a aussi besoin de maîtriser nos propres capacités spatiales au niveau tactique. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et dans ce 22e épisode d'Orbit Watch, nous poursuivons notre tier list, notre classement des nations spatiales pour aller vers la 3e place. Mais avant de ce faire, on débute évidemment par nos brèves. Allez, c'est parti. Première brève, la semaine dernière, après des années à s'appuyer sur des spécialistes de l'espace répartis entre la défense aérienne et le renseignement militaire, évidemment l'US Space Force, l'US Army a créé une nouvelle Space Operations Branch. Cette nouvelle branche comprendra des Army Space Operations Officers et une force, donc pour une force initiale d'environ 1000 spécialistes tactiques des opérations spatiales, connus sous le nom de 40D. Ces soldats contribueront à fournir des communications satellitaires, de l'alerte pour les missiles et des effets spatiaux directement aux unités au niveau tactique, comme par exemple du renseignement. Le groupe, au total, pourrait atteindre 1500 personnes d'ici 2032. Alors ne soyez pas confus, puisqu'on sait qu'il y a déjà l'US Space Force. Mais attention, quand on dit US Army, on parle là des forces terrestres, et non de l'armée comme on l'entend nous par exemple en Suisse. Donc, l'US Space Force, c'est une armée de l'espace. C'est vraiment tout ce qui traite vraiment les spécialistes du spatial qui font à peu près tout en termes de défense américaine. Et donc, la Space Operations Branch de l'US Army, c'est les forces terrestres qui créent en leur sein une, entre guillemets, petite unité de spécialistes d'espace. Alors, mettons un peu de contexte. Aux États-Unis, la défense, c'est tellement énorme que les forces terrestres, ainsi que la marine du reste, ont leurs propres aéronefs. Donc c'est comme si vous allez faire fantassin ici à l'armée suisse, et on vous dit: «Ah bah tiens, on va vous former pilote. On a besoin de pilotes pour l'appui au sol». Ben voilà, c'est donc pour vous donner un peu l'échelle de la chose, et donc il ne faut pas avoir de confusion quand on voit que l'US Army fait des spécialistes espace alors qu'il existe déjà l'US Space Force. C'est en gros simplement le fait de dire, voilà, les forces terrestres qui disposent aussi de leurs spécialistes, de leurs pilotes et d'une flotte du reste immense, euh, qui n'a rien à voir en elle-même avec l'US Air Force. Eh bien, il est dans cette logique-là, le fait que pour accomplir des missions dans la sphère d'opération sol, on a besoin de maîtriser notre propre appui aérien, bah, on a aussi besoin de maîtriser nos propres capacités spatiales au niveau tactique. Et donc c'est pour ça que ces quelques 1000 personnes vont créer cette branche de spécialistes espace au sein de l'US Army, c'est-à-dire des forces terrestres. Et ce, quand bien même l'US Space Force existe. Mais eux, ils sont vraiment dédiés à l'espace au même titre que l'US Army est dédié à la sphère d'opération sol. Voilà, cette brève était un peu longue, mais je pense qu'il est important de mettre du contexte pour ne pas se perdre dans cette drôle d'histoire qui, pour nous, petits pays, paraît complètement insensée. Brève suivante, le 22 juin,
C'est l'Aerospace Safety Advisory Panel de la NASA qui avertit sur la marge de risque pour les opérations de l'ISS, la Station spatiale internationale. Et cette marge atteint un niveau alarmant. La préoccupation ne vient pas d'une seule défaillance, mais bien de l'accumulation de ces dernières dans un système vieillissant. On a vu les problèmes de fuite d'air, il y a aussi évidemment des difficultés et des coûts d'approvisionnement et la logistique et la maintenance des combinaisons spatiales qui commencent à se faire, vieilles et à coûter cher, hem, pour maintenir la station en service jusqu'en 2030. On voit parmi les exemples récents, hein, en plus de la fuite d'air, il y avait cette fuite d'eau justement, dans le système de refroidissement d'une combinaison d'un astronaute, italien, ainsi qu'un dysfonctionnement du bras robotique en mai. La station spatiale internationale est habitée continuellement depuis 25 ans et ça reste une plateforme majeure de recherche. Mais sa maintenance devient de plus en plus lourde alors que le remplacement commercial pour l'instant reste incertain. Donc c'est une situation un peu difficile, sans compter évidemment les discussions entre la NASA et Roscosmos par rapport à qu'est-ce qu'on va faire de cette station et quand est-ce qu'on a des orbites. Troisième brève, toujours sur le thème des infrastructures spatiales vieillissantes, on parle cette fois-ci de l'ESA, qui a réussi à restaurer et à moderniser une de ses constellations, celle des Sentinelles. Il y a Sentinelle-1A, qui est un satellite européen donc, d'imagerie radar, lancé en 2014 dans le cadre du programme d'observation de la Terre, bien connu Copernicus. Après la panne de Sentinelle-1B en 2022, l'ESA a lancé Sentinelle-1C et 1D. Comme Sentinelle-1A est vieillissant, l'ESA a choisi de ne pas le manœuvrer après plus de 12 ans d'opération, ni d'envoyer de nouveaux satellites en orbite. À la place, elle a relevé l'orbite de Sentinelle-1C d'environ 2 kilomètres afin de modifier la géométrie de la constellation pour remplir la mission. C'était intéressant, puisqu'au lieu de lancer de nouveaux satellites ou de prendre le risque de faire manœuvrer un vieux satellite, eh bien, on fait changer, on adapte, on modifie la géométrie de la constellation de sorte à poursuivre le service, ce sans l'interrompre. Quatrième et dernière brève, hein, pendant que certaines institutions cherchent à prolonger la durée de vie et les capacités des constellations en bougeant les satellites et en utilisant des vieux satellites et sans en lancer de nouveaux, eh bien SpaceX continue toujours d'envoyer plus de satellites en orbite. Au premier semestre de cette année, SpaceX a réalisé pas moins de 60 lancements pour Starlink et placé 1589 de ces derniers en orbite basse. Cela représente 68,5% de tous les satellites lancés dans le monde à la même période. Par ailleurs, les missions de Starlink représentent 79% des lancements de SpaceX, de nouveau dans cette même période. Et ces chiffres suggèrent, si on estime grossièrement, un rythme de production d'environ 9 satellites Starlink V2 Mini par jour, ce qui est vraiment impressionnant quand on y pense. On passe maintenant à notre thème de la semaine, la suite du classement des nations. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Alors la semaine dernière, nous avons mis un peu de contexte, hein. Il n'existe pas de division officielle entre les pays, mais on a quand même pris ce classement en 1, 2 et 3, avec les nations dans le rang 1 qui sont vraiment les First World Nations, les grandes puissances spatiales et le rang 3 c'est pour être gentil, le tiers-monde.
mais voilà, je me permets de le dire puisque, la Suisse, et comme je vous l'ai déjà dit, le dernier épisode, y figure. Alors, revenons rapidement sur ce qu'on a dit. Niveau 1, États-Unis, Chine, Russie, les grands, OK, c'est clair. Niveau 2, on en a parlé l'épisode précédent et je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. On trouve entre autres l'Inde, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ainsi que, les pays entre guillemets «à travers l'ESA», ce qui inclut la Suisse, mais bon, en fait, c'est plutôt l'ESA en tant que telle, en tant qu'agence avec des capacités propres de lancement et cetera. Mais c'est un cas un peu particulier puisque l'ESA évidemment n'est pas un pays. Et donc maintenant, en cette deuxième partie, on va discuter du niveau 3, c'est-à-dire des pays qui ne disposent pas d'une autonomie stratégique complète, mais qui possèdent quand même des industries spatiales significatives ou des capacités de fabrication satellitaires. Alors c'est parti. Le niveau 3 comprend entre autres la Corée du Sud, le Canada, l'Italie, Israël, les Émirats arabes unis, l'Australie, le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Alors, on entre un tout petit peu dans le détail. La Corée du Sud, qui a lancé son tout premier satellite, KitSat-1 en 1992, et puis le Korea Aerospace Research Institute, qui est leur agence spatiale, a été créé en 1989. Aujourd'hui, le pays dispose de son propre lanceur, Nouri, et a lancé son premier satellite militaire de reconnaissance en 2023 afin de construire une petite constellation de satellites espions militaires. En 2024, l'armée de l'air sud-coréenne a transformé son unité spatiale en Space Operation Group, montrant que l'espace devient une composante de défense aérienne et d'alerte antimissile, de renseignement et de dissuasion à part entière. Le Canada, qui a lancé Alouette 1 en 1962 et qui a donc fait l'un des premiers pays à avoir construit et exploité un satellite. Son agence spatiale a été créée par contre en 1989. En 2022, le pays crée la Space Division au sein de la Royal Canadian Air Force. Et aujourd'hui, le Canada n'est pas une puissance de lancement et sa capacité souveraine la plus importante est le programme Radarsat, utilisé pour surveiller entre autres le climat, les navires et certaines situations d'urgence ou de catastrophe. L'Italie, qui est un pays à ne pas négliger, qui a lancé son premier satellite San Marco 1 en 1964, hein, donc très tôt, et qui a créé son agence spatiale en 1988, ainsi qu'un commandement des opérations spatiales en 2020. Elle est l'un des acteurs industriels spatiaux les plus importants d'Europe et est profondément intégrée à l'ESA. Mais son armée exploite aussi SICRAL pour les communications sécurisées et Cosmos Skymed pour l'observation de la Terre. On passe maintenant un petit peu plus au sud avec l'agence spatiale israélienne qui a, elle, été créée en 1983, un peu après qu'Israël ait lancé Ofek One avec son propre lanceur Shavit. Petite parenthèse, on avait discuté dans certains épisodes des orbites rétrogrades, c'est-à-dire que la plupart du temps, les satellites tournent dans la même direction que la Terre. Ils tournent plus vite et très rarement les satellites vont dans l'autre sens. Et pour une raison très simple, c'est que eh bien, le satellite, il est dans sa fusée, qui est elle-même posée sur la Terre avant de décoller. Donc en réalité, elle tourne déjà avec la vitesse de rotation de la Terre, ce qui correspond à peu près à 400 mètres par seconde, ce qui n'est pas rien. Et donc, si on se met à tourner à l'inverse de la Terre, il faut compenser toute cette énergie. Donc c'est du propagande perdu. Donc on ne veut pas faire ça. Il y a de très rares cas où on fait ça. Donc généralement, nous lançons vers l'Est, de sorte à aller dans le sens de la rotation de la Terre. Or, Israël, si vous visualisez un petit peu la géographie du terrain, c'est un petit territoire, et donc il n'y a pas, par exemple, comme la France, la Guyane à, à disposition, et, et donc, elle doit lancer depuis son petit territoire. Mais le petit problème, c'est que on ne veut pas lancer au-dessus de territoires peuplés. Et ce sont des territoires très densément peuplés. Alors voilà, si vous voulez rajouter une couche sur le conflit israélo-palestinien en cours, faites un lancement en direction de l'Est qui se passe pas bien avec de l'hydrazine, des débris qui retombent sur la tronche des Palestiniens. Et là, je vous assure, on est parti pour un tour. Comme si la situation d'aujourd'hui ne suffisait pas. Alors évidemment, il lance au-dessus de la mer, puisque c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Mais du coup, la seule direction où il y a la mer, c'est l'ouest. Et donc, les premiers, en tout cas, satellites israéliens étaient lancés en direction rétrograde, puisque pour des raisons sécuritaires, ils n'avaient tout simplement pas le choix.
Je referme la parenthèse. Cette même série de satellites, donc les OFEC, sont centrales pour les capacités militaires spatiales israéliennes et le dernier, OFEC 19, si je ne me trompe pas, a été lancé en 2025. Son programme spatial est évidemment fortement lié à sa sécurité nationale, notamment la reconnaissance, hein. Les Israéliens sont très forts en renseignement, l'alerte précoce et la surveillance régionale. On reste au Moyen-Orient avec les Émirats arabes unis, qui représentent eux un modèle différent, un peu plus du genre on va tout acheter, même si ils développent maintenant leur propre satellite. Donc, c'est un programme très récent. Le pays a investi rapidement dans le spatial civil, notamment avec la mission Hope vers Mars et les vols d'astronautes et d'observation de la Terre. Le Mohammed bin Rashid Space Center a été créé en 2006, ce qui est relativement tôt, et l'Agence spatiale des Émirats arabes unis en 2014. Le satellite Falcon Eye, enfin les satellites Falcon Eye fournissent de l'imagerie optique à haute résolution pour les Émirats et ils ont été développés en coopération avec l'industrie française. On va maintenant définitivement plus au sud avec l'Australie. Ils ont lancé leur premier satellite WROSat en 1967 à l'aide d'une fusée américaine. Mais le pays n'a toutefois pas poursuivi un programme national satellitaire. Il avait prévu une Space Mission for Earth Observation, mais le gouvernement l'a annulé en 2023. Aujourd'hui, l'Australie dispose de capacités spatiales comme des radars en bande C, ou le Space Surveillance Telescope et le Deep Space Advanced Radar Capability. L'agence spatiale australienne moderne a commencé ses activités en 2018 et son pont dans la défense, donc le Defense Space Command, a été créé en 2022. Il faut savoir que l'Australie, de ce côté, dispose de beaucoup d'infrastructures au sol et de conditions très favorables à l'observation, notamment optique, de satellites, mais aussi radio, puisqu'il y a de grandes zones désertiques avec très peu de précipitations. On passe maintenant au Brésil, qui possède l'une des plus longues histoires spatiales d'Amérique latine. Son agence spatiale a été créée en 1994, mais le pays avait déjà lancé son premier satellite, SCD-1, en 1993, car les forces aériennes brésiliennes avaient déjà démarré un programme spatial dans les années 60. Son principal atout stratégique est le centre spatial d'Alcantara, situé très près de l'équateur, ce qui offrait un lieu de lancement idéal, mais malheureusement, il ne faut pas de lancement là-bas. L'Espagne a lancé son tout premier satellite, Intelsat, en 1974. L'agence spatiale espagnole est devenue opérationnelle en 2023 et son commandement spatial, le Mando del Espacio, a été créé en 2024. Le pays est lui aussi intimement impliqué à l'intérieur de l'ESA et dans les programmes européens de défense spatiale. Ils travaillent notamment beaucoup avec les radars, ils en ont plusieurs sur leur territoire. Le programme SpainSat-NG est l'un des systèmes européens les plus avancés en communication satellitaire militaire sécurisée. Ils avaient d'ailleurs fait l'objet d'un épisode puisque SpainSat NG2 avait malheureusement été victime d'une collision avec ce qui s'apparente à une micrométéorite à environ 20 000 km au-dessus de l'orbite géostationnaire. Donc vraiment, pas de chance. La Nouvelle-Zélande, oui, on n'en parle peut-être pas beaucoup, même si on devrait en parler plus, puisque c'est un cas très particulier. Elle ne possède ni grande flotte souveraine de satellites, ni un grand programme spatial militaire. Mais elle est devenue stratégiquement importante parce qu'elle a le Launch Complex One de l'entreprise privée néo-zélandaise Rocket Lab sur sa péninsule de Maya. Et Rocket Lab a beaucoup de succès, comme on l'a déjà vu. Et son agence spatiale donc, de la Nouvelle-Zélande a été créée en 2016, et c'est la fusée Electron de Rocket Lab qui fait de la Nouvelle-Zélande un des rares pays à accueillir régulièrement des lancements orbitaux. Au-delà de ce groupe, il existe aussi d'autres acteurs de niche qui pourraient être ajoutés au niveau 3 ou qui en font peut-être de facto partie comme pays, on va dire, du tiers-monde de l'espace, même si ce sont pour beaucoup des pays du first world, du premier monde, en termes économiques. Donc ça montre un peu aussi le retard politique de la chose. On y trouve la Norvège, Luxembourg, alors que le Luxembourg est quand même un géant en termes de télécommunications, mais bon, ça reste que des acteurs privés au final.
la Finlande, la Pologne et évidemment nous autres les Suisses. Il devient pertinent grâce aux communications en Arctique, aux SATCOM sécurisés, au renseignement radar et commercial, aux différents centres de compétences spatiaux nationaux, de voir que en fait, ces petites capacités très pointues de chacun de ces pays les différencient et les rendent spéciaux. Donc ils ont un intérêt. Et on va évidemment prendre l'exemple de l'autre pays, de la Suisse, dans ce cas-là, puisqu'on a une industrie qui est très impliquée et qui est importante, hein, que ce soit des coiffes de fusées, des charges utiles scientifiques, si on pense à Khéops, aussi évidemment de l'astronomie, hein, c'est à l'université de Genève enfin, c'est par un scientifique de l'université de Genève que la toute première exoplanète a été découverte, hein, par Michel Mayor, entre autres. Donc en Suisse, on a une ingénierie et une production d'excellence. Par contre, au niveau, on va dire, institutionnel, on a des initiatives assez éparses. Bon, on avait jusqu'à maintenant le Space Innovation de l'EPFL, il y avait même une deuxième chose de l'EPFL, c'est le e-Space, le Space Center de l'EPFL. On a le Swiss Space Office, qui est du côté de la Confédération, et, in fine, le plus ou moins, on va dire, seul véritable propre satellite de la Suisse, le nôtre, vraiment qui est seulement à nous, qui n'est pas une collaboration scientifique avec une agence ou un partenariat avec un autre pays, c'est SwissCube, qui est donc un CubeSat 1U de 10 cm par 10 cm par 10 cm, lancé par le PFL. En 2017, c'est la création d'une cellule espace au sein de l'armée suisse. Ouais, ça, on s'en souvient, ça corrobore pas mal avec la fin de l'aventure de l'entreprise Swiss Space System. Et ce n'est pas un hasard. Cette création a mené au 1er janvier de cette année, en 2026, à la naissance, avec beaucoup de travail pendant cette quasi-décennie, du centre de compétences espace de l'armée suisse, qui a des capacités de Space Situational Awareness reconnues à l'international. Mais bon, en Suisse, sans avoir une imposante flotte ni de capacité autonome de lancement, on reste au rang 3. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'on ne peut que progresser, alors on fonce. Et si vous voulez participer à l'aventure, venez faire votre service au centre de compétences espace de l'armée suisse. Bien, il est temps de conclure cette deuxième partie du classement, suite et fin. Alors, en dehors de ces 3 niveaux, la plupart des pays européens, évidemment, participent à diverses activités spatiales à travers l'ESA. Mais ce classement avait quand même pour but de traiter des pays, des capacités propres aux pays. Il est intéressant de constater que de plus en plus de pays dans le domaine spatial développent leurs propres petites activités, plus ou moins niches, mais de pointe. Par exemple, avec quelques petits satellites ou quelques capacités très précises. Et ils arrivent à se distinguer. Puisque l'espace, ça reste un petit monde. À la fin, quand il y a des conférences, quand il y a des Space Summits, tout le monde se connaît. C'est le cas par exemple en Turquie, en Arabie Saoudite, en Argentine, le Mexique, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Indonésie, Singapour naturellement, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, le Pakistan, mais aussi de l'Iran, de la Corée du Nord, l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, le Ghana, l'Angola, le Zimbabwe, la Tunisie, l'Arménie, la Géorgie, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela, le Paraguay, l'Uruguay, l'Équateur, le Costa Rica et le Panama. Il y a encore beaucoup d'autres pays dans le monde, mais ce sont des pays qui, pour l'instant, n'ont pas de capacité spatiale propre quelconque. Mention spéciale, néanmoins, pour Troposphère 5. Et on espère que la suite du programme entrera en orbite. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.